se déroulera uniquement en anglais. Nous allons exclusivement parler anglais et tous ceux qui en ont besoin pourront profiter de la traduction en français. Si vous avez besoin d'écouteurs, dites-le nous. Bienvenue à tous nos participants en ligne. Donc cette séance, je répète, se déroulera exclusivement en anglais, mais vous pouvez avoir accès à une traduction en utilisant les écouteurs qui sont mis à votre disposition, en cliquant sur la fonction interprétation, si vous êtes en ligne. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais laisser la parole à nos orateurs. Dans cette séance parallèle, nous allons parler de la transformation de l'éducation, les technologies de l'information et de la communication pour un processus d'apprentissage meilleur et plus incluant et quelles sont les solutions technologiques qui existent. Je vais donner la parole à notre première orateur qui travaille pour l'UNICEF, la première oratrice, qui va nous présenter le cadre EdTech for Good qui identifie les outils sécurisés. Et elle va nous en dire davantage. Je lui donne la parole. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm just checking if you Merci, could hear me. bonjour à tous et toutes. Je vérifie juste que vous m'entendiez. Nous vous voyons, mais nous vous entendons, mais nous ne vous voyons pas. Est-ce que maintenant vous voyez la présentation? I think that colleagues Non. Ah, putting up. Yeah. The slides? Yes, there we go. But we don't see you anymore. I don't know if you can see both. Yeah. But you can hear my, yeah, I'll just speak through with the slides. But thanks again for having me. And Marian, as you mentioned, merci. I work with the UNICEF Global Learning Innovation Hub here Alors, based in je Finland. travaille avec le Hub d'innovation pour l'apprentissage au niveau mondial de l'UNICEF. Nous sommes basés en Finlande. Mais avant de rentrer dans les détails de notre travail, je voudrais vous partager de ce Hub où je travaille et pour des raisons pour lesquelles nous nous trouvons ici. Diapo suivante. Nous sommes un Hub qui est assez nouveau, qui a été lancé à la fin 2022, qui se concentre sur l'apprentissage numérique. Alors, c'est dû à ce qu'on appelle la catastrophe de l'éducation. 70% des enfants de 12 ans n'arrivent pas à lire un texte de base dans les pays pauvres. Mais vraiment le défi de l'intelligence artificielle. Alors la diapo suivante, voici où nous en sommes. C'est donc ce hub d'innovation dans l'apprentissage. Nous essayons by leveraging advances in technology. Next slide. We are, as we say, trying to be the global home. Nous essayons d'être le foyer mondial des architectes de l'avenir d'apprentissage. Nous travaillons avec nos bureaux UNICEF dans le monde entier et en même temps, nous faisons participer pas seulement nos partenaires éducatifs traditionnels, mais aussi les non traditionnels, y compris le secteur privé, l'industrie de la technologie et d'autres. Les secteurs technologiques, les entreprises du secteur technologique et d'autres. Alors, nous essayons vraiment d'exploiter toutes ces innovations EdTech, comme on les appelle, en technologie de l'éducation. Nous essayons de voir comment toutes ces innovations peuvent apporter des bénéfices, peuvent être bénéfiques pour tous les enfants. Et nous essayons en même temps de commencer à donner forme à l'avenir de l'apprentissage, l'avenir de l'éducation. En ce qui concerne les technologies de l'éducation ou les EdTech, comme nous le savons, il y a beaucoup d'outils EdTech qui sont disponibles dans le monde entier. Alors,
Sur cette diapo, donc sur basé des estimations, on dit qu'il y a environ 100 000 outils de de la technologie de l'éducation et ces outils changent très rapidement avec des évolutions de l'intelligence artificielle, ce qui rend la tâche très difficile aux différents pays, au ministère de l'Éducation, aux écoles, la tâche de décider quels outils technologiques éducatifs utiliser dans leurs écoles. Alors, rien que dans l'intelligence artificielle, particulièrement avec l'avènement de l'IA générative, on l'utilise dans différents aspects de l'éducation, la définition des programmes, le processus d'apprentissage, les évaluations, l'administration, le soutien aux enseignants. Vous pouvez voir ici les petites icônes qui représentent les différentes applications, les différents navigateurs qui sont utilisés en intelligence artificielle. Et ça ne signifie en aucun cas que nous les approuvons ou que nous les recommandons, c'est simplement pour vous montrer le nombre d'outils de technologie de l'éducation qui existent au niveau mondial. Many governments also, ministries of education that we work with, Alors, also beaucoup de ask us gouvernements, beaucoup de ministères de l'éducation avec lesquels nous travaillons nous demandent, mais are the right comment décider? tools for teaching Comment and learning. décider quels sont les outils appropriés pour l'enseignement et l'éducation? Alors, comment aider nos décideurs, nos ministères de l'éducation, les directeurs des écoles et même les parents? Tools that suit their specific needs and Comment context. faire en sorte qu'ils puissent choisir les bons outils pour répondre à leurs besoins et à leur contexte spécifique? Alors, il y a, au niveau des innovations dans l'apprentissage, nous avons trois parcours, trois chemins. Alors, pour identifier les bons outils de technologie de l'éducation. Alors, il y a EdTech for Good, qui est un cadre pour la mise en place et l'évaluation des bons outils. Et je vais tout vous expliquer en détail. Mais pour moi, I think for most of you as well, when le you point try clé, to find or choose an et pour la edtech plupart tool, d'entre vous, c'est la what même is it chose. that Lorsque you vous consider? essayez de choisir un outil de technologie de l'éducation, qu'est-ce que vous prenez en considération? Donc, j'ai réussi à entendre la dernière partie de la séance précédente et on a dit que le contexte est extrêmement important. Donc, les outils de technologie de l'éducation ne peuvent pas être utilisés s'il n'y a pas de connectivité. Il faut tenir compte du public, de la sécurité, des infrastructures, des politiques qui sont en vigueur, du niveau de culture, du type de culture. Alors, ce que nous avons fait chez UNICEF, nous avons développé le cadre EdTech for Good. Donc, c'est une série de principes et de critères que nous essayons d'utiliser pour développer et évaluer différents outils de technologie de l'éducation. Et nous impliquons beaucoup d'organisations qui sont impliquées dans l'éducation et nous les utilisons comme référence. Nous avons développé l'EdTech 4, donc ce cadre de bonne conservation. L'année dernière, nous collaborons avec l'UNICEF, la Banque asiatique de développement, Arm Holdings. Nous travaillons avec des experts dans différents domaines, en pédagogie, en éducation en général, en sécurité, cybersécurité, les investissements, en matière d'investissement, etc., pour avoir vraiment ce panel d'expertise diversifié et réfléchir aux critères. Ça nous permet de réfléchir aux critères que nous devons remplir. Alors, nous avons testé, nous en avons testé plus de 15 et depuis depuis 2023 et nous en avons réévalué plus de 100. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans ce cadre? Nous avons 5 piliers. Je vais les passer en revue. Donc, nous avons ces 5 piliers, comme vous pouvez le voir à l'écran, et le point essentiel, c'est qu'il s'agit de principes auxquels tout le monde peut adhérer. Il y a d'abord la sécurité d'abord, ou la sûreté d'abord. Ces produits doivent être sûrs. Des produits que nous mettons entre les mains des enfants et des enseignants doivent être sûrs. Ils doivent avoir un impact démontré sur l'apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup d'outils de technologie de l'éducation, mais ils ne produisent peut-être pas tous les résultats attendus
dans l'aide qu'ils donnent aux enfants dans leur apprentissage. Donc, ils doivent avoir un impact sur l'apprentissage, doivent être conçus pour les enfants, ils doivent être universalisants, donc pouvoir atteindre tout le monde et ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc, l'accessibilité, l'élément d'accessibilité est un des piliers. Lorsque nous parlons de sûreté, donc, le cadre a plus de 20 questions et 20 critères. Et on les retrouve dans ces différents chapitres. La protection, la protection des données, regarde de la vie privée, la sécurité de l'information et les sauvegardes. Alors, en ce qui concerne l'impact de l'apprentissage et la théorie, la recherche, qu'est-ce que la recherche démontre? Quelles sont les preuves existantes? Alors, quels sont les retours d'information des différentes parties prenantes qui utilisent ces outils? Et aussi l'engagement, le nombre d'utilisateurs, la croissance de l'utilisation. Et en même temps, un facteur très important, et comme l'UNICEF est une organisation qui travaille sur les droits des enfants, est particulièrement concernée par cela, donc les enfants doivent être au centre de la conception de ces outils, donc la conception pédagogique. Est-ce qu'elle suit l'évolution des sciences de l'apprentissage? Est-ce qu'elle tient compte de l'expérience des utilisateurs, les enfants donc? Alors, bon nombre des pays avec lesquels nous travaillons dans le Sud sont également préoccupés par la possibilité d'extension, donc les infrastructures nécessaires, l'adaptabilité locale, est-ce que, ainsi qu'il y a aussi donc l'abordabilité, le modèle commercial et la stratégie de fixation des prix. Et le dernier point, qui est tout aussi important, porte sur les caractéristiques d'accessibilité, l'équité, ainsi que le certaines des questions que nous posons pour savoir si ce produit fonctionne sans connectivité, donc s'il y a des fonctionnalités offline, est-ce que l'accessibilité et les lignes directrices en la matière sont-elles respectées? Et puis, il y a d'autres questions encore que nous posons simplement pour vous donner une idée. Et ce que nous espérons, c'est que ce cadre soit également utile pour d'autres organisations qui travaillent dans le domaine de l'éducation au moment de l'évaluation de différents outils pédagogiques. Alors, comment nous utilisons ce cadre? Comme je l'ai dit, nous essayons d'utiliser différents outils pédagogiques et nous devons assurer le respect de critères en ce qui concerne ce qu'on appelle le cabinet d'apprentissage. Donc, c'est une plateforme qui permet de découvrir quels sont les meilleurs outils dans le monde. Alors, comme je l'ai dit avant, il y a une constellation d'outils de ce genre et nous voulons pouvoir choisir les meilleurs parmi les meilleurs. Donc, vraiment une poignée parmi les meilleurs qui soient inclusifs, accessibles, que l'on puisse mettre à l'échelle, qui soient sûrs et qui aient un impact élevé sur l'apprentissage. Alors, comment les trouvons-nous, ces outils? Eh bien, nous avons une stratégie de sourcing. Donc, on regarde l'ensemble du monde, pas seulement une région. On regarde quels sont les différents fournisseurs, qu'il s'agisse du secteur public, mais également les universités, les ONG, différents partenaires, etc. Et maintenant, nous avons une meilleure version de ce cabinet d'apprentissage. On va lancer cela fin novembre et on pourra partager plus de détails à ce sujet. Et la troisième composante de notre travail, c'est ce qu'on appelle la ferme de l'unicorne bleu. Donc, nous avons en fait une image de la Lune avec l'unicorne bleu. Et c'est important parce que dans les années 60, 70, lorsque les gens parlaient de mettre l'homme sur la Lune, ça semblait être totalement impossible. Mais finalement, ça s'est fait. Donc, pour nous, il s'agit de remettre en question le concept de la technologie, des sociétés technologiques et essayer d'avoir au moins un projet de 100 millions d'enfants couverts et essayer de trouver des projets qui aient donc un impact sur 100 millions d'enfants avec un apprentissage de qualité. Donc,
Voilà, c'est l'impact pour les enfants qui est important pour nous. Et pour l'instant, nous recherchons des entreprises et des fournisseurs tech. Et on a un premier lot d'entreprises de ce genre qui mettent l'accent sur la préparation à l'école, l'alphabétisation, l'autonomisation des enseignants, les compétences de l'avenir, l'inclusion des enfants. Et donc, pour résumer, comme cela a été mentionné, nous avons 3 parcours et donc nous avons le EdTech pour une meilleure version bêta du cadre parce que l'industrie change très vite et donc il faut que l'on suive le rythme de ces changements. Donc il y a des mises à jour qui doivent se faire régulièrement et nous espérons que les entreprises pourront utiliser ceci comme base de référence au moment de développer leurs produits. Donc, on utilise un cadre pour évaluer différents outils pédagogiques et lorsque l'on trouve un outil qui respecte les critères, on le met dans le cabinet d'apprentissage et parmi tous les outils choisis, on en sélecte une poignée et on cherche à investir dans ces outils en essayant d'avoir des projets pilotes avec nos pays partenaires. Pour l'instant, il s'agit de 6 pays. Et donc, voilà. Donc, c'est ça le parcours qui nous permet de trouver les bons outils pédagogiques. Et le dernier point que je voulais partager, c'est le travail que nous réalisons avec les enseignants. Donc, nous savons que dans le monde, les enseignants essayent vraiment d'exploiter de la meilleure façon possible les technologies dans le monde de l'éducation. Et donc, ce que nous avons fait, c'est organiser une boîte à outils pour le professeur superstar. Il y en a un sur la pédagogie numérique et l'autre sur les messages mobiles pour l'apprentissage. Et nous espérons développer d'autres outils de ce genre. Mais l'idée, c'est que ces outils soient des trucs, des astuces très, très pratiques pour aider les enseignants à intégrer de manière efficace les technologies dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Voilà, j'en arrive à la fin de mes diapos et bien entendu, vous pouvez nous contacter. Vous avez là l'adresse mail et le site web. Et je rends la parole à la modératrice. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Vous avez respecté le temps imparti. J'étais sur le point de vous faire signe pour vous dire que vous aviez encore 5 minutes, mais je n'ai pas dû le faire. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, la parole est à la salle, de même qu'aux personnes qui nous suivent en ligne. N'hésitez pas à nous communiquer vos idées ou à poser des questions si vous en avez. Ce sont des évolutions tout à fait impressionnantes. Merci de donner votre nom. Merci beaucoup. Je suis Marique. J'ai une question au sujet de la façon dont vous assurez le suivi de tous ces outils pédagogiques qui apparaissent au quotidien finalement dans le monde. Je crois que c'est une idée tout à fait fantastique et je respecte vraiment l'activité que vous menez à bien. Mais bon, c'est une question peut-être un peu, enfin très très pratique, mais comment assurez-vous le suivi? Parce qu'il y a des mouvements vraiment hyper rapides dans ce monde, beaucoup d'outils innovateurs presque tous les jours. Voilà, c'est là ma question. Merci, je vous rends la parole, madame. Oui, merci beaucoup. Et c'est une question très importante et de fait, nous avons différentes façons de le faire. Donc, nous avons notre stratégie de sourçage pour nous assurer de ce que nous trouvons les outils dans l'ensemble du monde. Parce que très souvent, lorsqu'on fait des recherches en ligne, on trouve essentiellement des outils qui fondamentalement viennent du nord de pays développés. Alors ce que nous faisons, c'est établir des partenariats pour identifier des incubateurs, des accélérateurs, des projets qui soutiennent les compagnies technologiques, mais nous sommes abonnés par ailleurs à une plateforme mondiale du monde de l'intelligence qui assure le suivi de tels outils. Et donc voilà, nous avons une approche très proactive. Et si vous connaissez les entreprises, faites-le nous savoir. C'est important pour nous d'ailleurs de participer à ce type de séance pour savoir ce qui se passe. Mais nous sommes toujours en quête de ces outils et voilà. Mais c'est le monde entier qui nous intéresse par rapport à ça. J'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions?
Désolée, mais le son n'est pas suffisant. Donc, elle parle d'une société basée aux États-Unis. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche menée à bien par l'UNICEF. Alors, je voulais comprendre en termes de calendrier, de logistique, etc. Donc, il y a une première cohorte qui a été identifiée déjà. Donc, je me demande ce qu'il en est de l'étape suivante parce que j'aimerais bien pouvoir en parler au niveau interne dans mon organisation. Donc, mieux comprendre qui nous pouvons contacter pour avoir des orientations, etc. Parce que lorsque nous devons présenter une demande, surtout en ligne, c'est intéressant toujours de savoir qui contacter en cas de question. Donc voilà, est-ce que vous avez un avis sur ce plan? Merci. Thank you. I'm really Oui, a merci good question beaucoup. as well. C'est une très bonne question également. Did we have already started Eh bien, looking for nous avons solutions, effectivement and this is commencé just à the examiner les first cohort. solutions possibles et We c'est une première cohorte, via our effectivement. networks, we Et au travers de basically nos made some réseaux, call for nous avons applications, lancé un but at the appel same time, à the application candidature for the et learning en même cabinet is temps, open the whole time. So to answer pour ce your qui est du question, cabinet since we d'apprentissage, have l'appel constant est training ouvert de manière constante. Donc, vous pouvez nous contacter, donc le hub d'innovation I de can also l'UNICEF. share again Je peux également email, partager à nouveau and then we l'adresse could share mail the details et on on these pourrait ainsi processes of vous donner les applying, détails sur le processus de and what are the participation. requirements Quelles sont les and the exigences, timelines as quel well. est le As calendrier, we move etc. forward, because this was also almost like a pilot, a first Alors, bon, quelque test part, case of c'était how the un system projet can start pilote pour voir comment work. pouvait As fonctionner we le move système forward, établi. we will Et à also mesure que nous have progressons, a broader really nous call aurons for des appels plus proposals, call vastes, for expressions des of appels à interest, propositions, des appels à candidature. Et we'll also have voilà, nous already this espérons year. que But ce to sera be début de l'année announced prochaine. and then Mais donc, very envoyez-nous soon un mail et à information. partir de cela, nous vous transmettrons de plus amples informations. Any other question? D'autres questions? I have a question. J'ai moi-même une Have question. you set a label on EdTech Est-ce solutions qu'il that y a are des étiquettes pour ces outils EdTech, ces outils pédagogiques? Comment Comment sont-ils approuvés? Comment est-ce qu'un enseignant sait que c'est un outil qui est sûr, qui est inclusif, etc.? Est-ce qu'il y a une sorte d'étiquetage? Avec le cabinet d'apprentissage, c'est assez facile de faire des recherches, hein. Et là, nous avons des informations au sujet des produits. Il est possible de faire une recherche sur la base des outils ou de types d'outils. Donc, par exemple, si vous cherchez un outil pour les maths ou pour les étudiants du primaire, donc il est possible de filtrer. Et quelque part, on parle de l'Airbnb des outils pédagogiques pour que ce soit facile de faire les recherches et de faire des tests de manière constante au travers du cabinet d'apprentissage. Donc, au mois de novembre, lors du lancement, nous aurons une version bêta. On continuera à faire des tests, à demander le feedback des utilisateurs pour améliorer les fonctions. Et puis, par rapport à la question précédente, je voulais également souligner que stage startups, but rather a on bit more mature. cherche en fait à avoir des startups un peu mûres qui puissent apporter des preuves de leur impact. Alors parfois ça peut fonctionner dans un autre pays, dans un autre contexte. Et donc ce que nous on fait, c'est promouvoir des outils qui sont sûrs, qui ont un impact et qui ont un haut potentiel, en particulier lorsqu'il s'agit de travailler dans le Sud. Thank you very much. Merci beaucoup. There's no further question. Please S'il n'y a pas d'autres questions, restez avec nous parce que nous avons également la partie de clôture de cette réunion et je voudrais inviter Antoine et Aline à venir ici pour nous présenter la façon dont MSF travaille en Afrique centrale sur cette question du numérique. La République d'Afrique centrale. Yeah, we can share. Good Bon, afternoon. on va partager la présentation. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aline Filio et je suis la référence pédagogique de l'Académie MSF pour les soins de santé. Et Antoine, oui, je m'appelle Antoine
et je suis le concepteur de l'e-learning. Donc, je donne un soutien, tout ce qui concerne l'éducation en ligne dans cette académie des soins de santé. Okay, I'll start with a general Bien, alors tout d'abord une introduction générale, expliquer qui nous sommes, parce que je crois que c'est peut-être une organisation peu habituelle pour ce genre de public, et puis Antoine passera aux éléments vraiment intéressants. We have an old Ce n'est PowerPoint. pas le dernier PowerPoint, nous avons un autre PowerPoint normalement, enfin bon, ça va, on peut faire avec. On avait envoyé un autre PowerPoint, dit Antoine. Oh, it's fine. Mais il n'y a pas de problème, hein, dit Aline. Yeah, we had well, it's good for the French speakers. Mais c'est bien pour les personnes d'expression francophone parce que ça permet de suivre en français. So who we are? Donc voilà, qui We sommes-nous? were created in En fait, nous avons été créés en 2017, donc une organisation assez récente. Alors, je ne vais pas m'étaler sur notre petite histoire, mais nous cherchons à ce que MSF investisse dans la formation continue de notre personnel médical et paramédical dans le cadre de ce projet. Et donc, nous avons commencé à mettre en œuvre des programmes de formation en 2019, seulement à partir de 2019. Et nos programmes de formation cherchent à améliorer la qualité des soins pour les patients. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique, avec beaucoup de formation sur le tas, donc dans le milieu professionnel. Nous formons le personnel MSF, mais également le personnel du ministère de la Santé, parce que bon nombre de nos projets viennent soutenir les interventions du ministère de la Santé dans les pays où nous travaillons. Alors, nous essayons aussi, pour ce qui est de la méthodologie de travail, nous essayons d'établir des partenariats avec des universités, avec des écoles, avec le ministère de la Santé, bien entendu. Et quelquefois, il s'agit simplement et peut-être qu'on peut montrer la diapo suivante. Ah non, elle n'est pas dans cette présentation-ci, non. Donc, on essaye d'avoir chaque fois que possible des titres académiques, donc des diplômes académiques. Donc, on a un partenariat avec les universités, pour les diplômes postgraduats. Nous avons également des partenariats avec le ministère de la Santé parce que nous essayons d'avoir des programmes de développement professionnel continu qui soient reconnus en tant que tels avec des crédits qui accompagnent ce type de programme ou qui permettent d'avoir des attestations ou des certificats de la part du ministère de la Santé. All right, so today we want to speak about one of our programs. Alors, nous avons parmi nos programmes la formation de médecins ou de coordinateurs médicaux, mais essentiellement, notre plus grand public, c'est le personnel infirmier. Et je crois que c'est là que les besoins sont d'ailleurs les plus criants, parce que nous travaillons dans des zones reculées, des zones où la sécurité est très souvent problématique. Et donc, il y a beaucoup de difficultés pour qualifier les infirmières, soit parce que les écoles du pays ne peuvent pas couvrir les besoins en la matière, donc il n'y a pas suffisamment de formation pour les infirmiers et les infirmières, ou parce que les formateurs ne veulent pas se rendre dans ces zones parce qu'il y a un manque de sécurité ou parce qu'ils ne peuvent pas y aller accompagnés de leur famille. Et donc, c'est vraiment un problème pour trouver des infirmiers et infirmières qualifiés. Et le plus souvent, donc, ce sont des infirmiers qui sont des assistants ou des gens qui sont formés pas simplement par rapport aux premiers soins. Donc, il faut former ces gens pour être sûr que les soins soient des soins de qualité pour les patients. Et nous avons des programmes en présentiel. Donc, la plupart de ces programmes sont en présentiel. C'est le cas essentiellement pour le personnel infirmier. Quelquefois, nous avons des programmes hybrides et puis également des programmes d'apprentissage à distance. Alors ici, pour le personnel infirmier, c'est en présentiel, mais nous avons en même temps développé l'apprentissage à distance parce que
Sans cela, il n'est pas possible d'envoyer des formateurs. Donc, on forme les formateurs, mais quelquefois, lorsqu'il s'agit de projets où on doit évacuer rapidement nos équipes, on ne peut pas avoir beaucoup de personnes qui participent au projet. Donc, à ce moment-là, l'apprentissage à distance, nous semble-t-il, serait la solution. Alors peut-être qu'on aurait un formateur qui va se concentrer sur la formation sur place, et puis il y a des parties donc en présentiel, hein, et puis la partie plutôt théorique peut se faire en ligne. Donc ça, c'était le plan initial. Mais très rapidement, on s'est rendu compte de ce que il y avait une autre utilisation de l'apprentissage en ligne parce que les programmes de développement continu, en fait, ça ici, c'est un programme de 18 mois. Donc 3-4 heures par semaine pour les membres du personnel. Donc ils ont des formations en laboratoire, des formations pratiques, etc., et des formations en ligne. Et puis on s'est rendu compte qu'avec des programmes sur le long terme, bon, pour MSF 18 mois c'est le long terme, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas participer pour des raisons de congé parental, pour des questions d'urgence, ou congé simplement pour maladie, ou pour surcharge de travail. Et donc, il fallait que l'on puisse trouver des solutions pour les sessions de rattrapage. Et donc, les formateurs, très rapidement, ont organisé cela. Mais lorsque vous avez une centaine de personnes à former, très rapidement, le formateur est dépassé. Et donc, on s'est dit, eh bien, nous allons essayer d'utiliser l'apprentissage en ligne pour cela. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et Antoine va présenter la solution que nous avons ainsi identifiée. Et on va présenter ce qu'on a fait à Bangui, dans la République centrafricaine, parce que MSF aime les défis. Et donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée de le faire dans un endroit où il n'y a pas d'Internet dans l'hôpital et où le personnel ne dispose pas de smartphone. Enfin, la plupart des gens n'ont pas de smartphone. Donc, voilà, Antoine va vous en dire ce qu'il en est. Is there sound or no? No? Yeah. For the video. I don't know if there is a possibility. Wait, can there is? Yeah. Is there a possibility to play the video or? Okay. Okay. Okay, perfect. So mainly, okay, what we're going to talk about is mainly about the pilot test that we did. So we mainly went to Donc, on va vous parler du test pilote en République centrafricaine. Et là, il y a vraiment un gros problème d'Internet, juste pour vous donner une idée de la connectivité. Alors, quelquefois, lorsque vous envoyez un message WhatsApp, ça peut prendre 2 à 3 minutes. So for us, as Aline was talking about the basic clinical nursing care, we have the online version of it. Alors, nous avons la version en ligne de ce nursing care. Et au niveau de l'e-learning, c'est une des activités interactives que nous voulons développer, mais pour pouvoir y avoir accès, nous devons utiliser la plateforme de MSF, qui s'appelle Tumble. Donc, c'est la plateforme d'apprentissage en ligne de MSF que nous utilisons. It's so hard because learners don't have to open like an activity that's 10 megabytes, it can take more than 15 to 20. Pour 10 mégabytes, ça peut prendre 15 à 20 minutes pour télécharger ça sur une tablette. Donc, pour pouvoir, si on a 10 apprenants qui font une activité en même temps, on a besoin de télécharger la même activité 10 fois. Ça a un impact sur l'infrastructure de connectivité Internet du projet. Et donc, c'est impossible de le faire de cette manière avec une connectivité normale. We have like a limit of the size of the files, but at the same time, it doesn't work. Yeah, so I just, in the beginning, there is like a video that shows what happens. Donc, au début,
Il y a une vidéo qui montre ce qui se passe, le projet. C'était l'idée de vous montrer cette vidéo. The new one. Perfect. So here is the nursing and midwifery care. So yeah, as Aline was talking, staff can't always attend the face-to-face session. There is a high turnover among staff. And because of that, trainers spend a lot of time doing catch-up sessions. Okay? So for us, the solution... Pour nous, la solution, parce que les formateurs passent beaucoup de temps à faire des sessions de rattrapage. Donc pour nous, la solution, c'était l'apprentissage en ligne, le e-learning. Alors, on va vérifier la vidéo, on va regarder la vidéo. Je ne sais pas si vous entendez le son. If it's without sound, one second, can I... Hello, my name is Gerald from Tembo Technical Team. Okay, I have an idea. Anyways, I can play the video from my phone, and J'ai une idée. Je vais faire tourner la vidéo partir de mon téléphone pour qu'on ait du son. Hello, my name is Gerald from Tembo Technical Team. Bonjour, je suis Gérald de l'équipe technique de Tembo et moi je suis de l'Académie MSF. Nous sommes à Bangui dans la République centrafricaine. L'Académie de MSF fonctionne ici depuis quelques années. D'ici la fin de 2023, en 2023, fin 2023, nous avons commencé un programme visant la formation de plus de 130 infirmières employées dans un des plus grands hôpitaux du pays. Ce programme de formation inclut différentes activités de e-learning accessibles par Internet. Malheureusement, nous avons toujours eu des problèmes de mise en œuvre à cause de problèmes de connectivité. Parce que tellement que tu vas sur Tembo pour ouvrir une course, ça prend trop de temps. Et vu la charge des activités aussi, ça fait que il y a eu une démotivation d'aller faire le cours sur Tembo. So we came for 2 weeks to pilot test a tool that might help them. Nous sommes venus pendant 2 semaines pour tester la solution des problèmes. Après plusieurs semaines de préparation, cet outil pouvait être testé avec les apprenants, donc il permettait l'accès aux apprenants malgré la faible connectivité. Ah, le son s'est coupé. Ah non, il est de retour. Pendant le test pilote, 82 apprenants de l'Académie MSF dans cet hôpital ont pu expérimenter Tembo pour la première fois. L'expérience de l'utilisation des tablettes, c'est une expérience qui est vraiment formidable. Ça m'aide beaucoup parce qu'avec le tablette, je me perfectionne le plus vite et puis on avance le plus vite. Il y avait les lectures, je le vois et puis il parle. Alors, je vois avec le nouveau accès avec Biki, ça va être une meilleure solution d'avoir accès. Et je crois que ça va motiver les personnels à aller sur Tembo pour faire un cours. Okay, so as you've seen, this just gives you an overview of the problem. So the tool that we use to solve this problem is called the Biki Hub or Biki Box. So this Biki Hub, the idea of the tool, it just creates like a hotspot, and then using a tablet, you can just connect. It creates a Wi-Fi spot called Biki or something, or however you want to call it. You can just connect. And then using your browser, you can just go write biki.box, and then you have a Moodle platform on the box. So we
we uploaded all the courses on this, and then that way the learners have access to it. And at the same time, they can also use the Moodle application. So it's not only dependent on the navigator, it can also benefit from all the Moodle application. So what is also interesting about it is that it has an Ethernet cable port. So that way, whenever you can plug it, you can connect it to the internet, and that way you can synchronize the data of the learners. So the progress of the learners, we can synchronize it. That way we can have access to it. We can control the Biki Hub, and if there are problems, we can just diagnose it. We have our, there is like this cockpit that can diagnose and then can check everything. You can change the password, we can do whatever we want. And then we can add new content. So if we have like new units that we would like to add, we found that there is like feedback from the contents from the learners. So we just improve the content and stuff like this. And this, we're always doing it with Tembo, which is like the team in charge of the LMS of MSF. Okay, so how did the sessions work? First, when we arrived, we did something, the configuring the tablets. So we had the tablets and we needed to configure it so that it can work with the platform, with the Biki. So to do this, we had 40 tablets around, and we needed to configure everything with the slow internet. So it took us like 1 week just to download the Google Chrome and the Moodle app. And we didn't do everything. We did like around 10 tablets. And then for our programs, as Aline was saying, we have mentors that are there that are facilitating the sessions. So we trained the mentors on the tool, and we trained them on how to use it, how to create accounts, how to provide support to the learners. And then we had like sessions every day in the week. There is like 3-hour session in the morning and then 3-hour session in the afternoon. So to like let all the learners test it, we did few sessions with them. We had around 10 to 12. It depends on the group. And yeah, we were testing it with them. So we trained first the learners. The learners, it was the first time for some of them to touch a tablet in their life, so they don't have any digital literacy, and that's in the capital, so you can imagine how bad it is outside of the capital. And those are nurses who work with the Ministry of Health. So mainly we train them on a little bit basics of how to navigate with the tablet, how to turn, open, close, how to move right, left, and stuff like this. Yes. And then we did an observation of the learners, so we let them work on it, and we were observing how they are interacting with the tablets, what are the difficulties they are facing. And according to the observation, we noticed, for example, that one of the things that was interesting, that everyone needed a paper. So even though we were working on digital platform, they needed a paper to write notes, to like do everything. That was interesting to see. And some of the stuff that are really obvious for us might not be obvious for them. Like, for example, an arrow. When you see an arrow, you click on it to go to the next slide or to the next page. This wasn't obvious for many of the learners, even though we explained it and we told them, to navigate, you need to do this. But it wasn't that simple. And then after the observation, we had like a discussion with the learners. So it was mainly a discussion about how they felt about this, what they think about using the e-learning and doing activities on tablets in comparison with the face-to-face activities. We had it was very interesting to see the positive feedback that we had. Well, there was people who were suffering a little bit, but it was the first time for them. So they were, yeah, it's our first time doing activities on the tablets. So maybe with time we will get better and we will learn how to use those tools. Others who were more like, and there is one of the comments also that I've heard was, the world is moving around us and we're still in our, and we're not moving forward with the world. So using tablets, it's a good thing because now we're feeling that we belong to the world that's moving with the technology and everything. So that was the empowerment part that we heard.
There was also people saying, yeah, it's better because here when we work, it's more interactive. There are questions I need to click, I need to do stuff. It's not like the face-to-face facilitation when we have the mentor just speaking and we're listening to him. So everyone has his own thing and he's working on it. So that was some of the feedbacks that we had. And after this pilot, we decided to do we decided like to take a few other steps. So for example, we decided to keep the mentor to support the learners, because just providing the tablet to the learners without the help of a mentor, we found that this would be very difficult, and especially in the context in which we intervene. So it's not completely self-paced. We developed a training for mentors to be able to facilitate with a tablet, because facilitating with a tablet is completely different than facilitating face-to-face session. There are like things that they need to take into consideration. They need to prepare for the sessions, like they prepare for the face-to-face. They need also to prepare for the e-learning sessions. They need to know not only, they don't only need to be subject matter experts, they also need to have like some technical background to be able to help or debug or solve any technological issues that can arise with the learners. We also tried to decide, we added more navigation aids and stuff in our e-learning courses. And yeah, we're using Biki in other programs and contexts. We did another pilot after that in South Sudan, but yeah, we don't have the time to speak about it. So 54. So it was a real life experience, with we could see your flexibility and your resilience to to get on, offline, on, off sound. Thanks a lot. Any questions? Any remarks? Any reactions? Thank you, Flaminia. The Biki that we saw, it's like a hotspot. Is it specific? Like, is it something that you particularly chose because of your needs, or is it any of many existing on the market? Like, why that one specifically? Okay, so the Biki box, there was like the office in Geneva that used it previously before us, so they tested it. And then now there is like a field accessibility project that Tembo, the team of Tembo is in charge of it. And they have different solutions. And this is the first tool that we are testing, it's that the Tembo team is testing, and we're doing the partnership with them, is the Biki. But at the same time, they are testing other tools also. But the Biki, what we did, what's good with Biki is that it's a startup. It's not like it's a startup, but not very startup. Yeah. So they are flexible. They are working with us on developing the tools. So, for example, in the first pilot test that we did, we had like a feedback to the team, and they developed the hardware based on our feedback. So we had like recommendations. We would like to do this with the hardware. For example, there was like something simple when you plug the internet. Some IT stuff, but when you put it on the internet, it creates a hotspot, and the hotspot provides internet to everyone on the feed. So any device that was connected on the hotspot will have access to internet, and this is not what the IT want. So we managed to stop this hotspot to provide the internet to the connected devices. So things like that. We added like a light to whenever you plug it to the internet, that way it appears that it's online. So that's why we're working with them. They are very flexible with us. They are very helpful, and yeah. But at the same time, we're gonna try other solutions also. Mais en même temps, nous allons aussi tester d'autres solutions. Quelqu'un d'autre? Y a-t-il des questions en ligne? Pas de questions en ligne? C'est plus une remarque. Bonjour, je voudrais juste vous remercier pour tout ce que vous faites. C'est extrêmement inspirant. Ça montre simplement que lorsqu'on veut trouver une solution, c'est possible. Il y a des moyens. Ma seule question serait si vous pouviez améliorer le module que vous avez. Qu'est-ce que vous feriez? Quelles seraient les étapes suivantes?
Donc la question porte davantage sur le contenu de la formation. So for the content, for example, we tried Donc en ce qui concerne le contenu, what we tried to do to improve it is to put more ce qu'on a essayé de faire pour l'améliorer, c'est d'inclure davantage d'aide à la navigation. Comme ça, ils et elles savent où cliquer, même si c'est expliqué dans la première diapo, ces instructions sont répétées par la suite. Donc ça, c'est une chose que nous avons fait. Et ensuite, comme le français n'est pas leur langue maternelle, ils parlent français, elles parlent français, mais quelquefois, ce n'est pas simple. Et donc, ça a été un problème. Donc, il nous a demandé qu'il y ait davantage de support visuel, moins de texte et plus d'animation, plus de support visuel. Et donc, ça, c'est un autre aspect dont nous tenons compte. Et en troisième lieu, donc, ce sont des programmes de développement ou de recyclage, en fait, d'apprentissage tout au long de la vie, parce que ces personnes travaillent déjà comme infirmières. Donc, on les fait travailler aussi sur des cas pratiques qu'ils doivent résoudre. Il ne s'agit pas seulement de contenu théorique. On leur présente des cas de patients et ils doivent suivre des patients et faire dans le monde virtuel ce qu'ils font dans leur travail, donc travailler sur des cas concrets. Alors, un autre aspect qu'on a trouvé intéressant lorsqu'on a fait le test pilote dans le sud du Soudan, et même si c'est du e-learning, c'est à chaque fois une personne, lorsque nous avons deux personnes qui utilisent la même tablette, quelquefois, il y a un apprentissage entre pairs. Il y en a un qui peut traduire à l'autre, ils peuvent se soutenir dans leur travail, ils peuvent en parler. Donc, chaque fois qu'il y a des quiz ou des questions, ils peuvent en discuter avant d'essayer de trouver des solutions. Et ça a été intéressant. Donc, on essaye d'observer aussi différents comportements et en fonction des différents comportements, nous développons notre stratégie de e-learning. Il nous reste une minute. Je voudrais demander à Léotès qui est resté avec nous. Je voudrais vous poser la même question. Une chose que les participants doivent retenir, un conseil, un tuyau, qu'est-ce que vous leur recommandez? D'abord Léotès et puis vous deux. Merci. En ce qui me concerne, c'est vraiment comme la technologie évolue tellement rapidement, c'est très important que si nous déployons, si nous utilisons la technologie dans l'éducation, que nous réfléchissions à la sûreté, à l'équité, à l'inclusion et que nous prenions soin de ne pas élargir le fossé, ne pas élargir la brèche. Il ne s'agit pas de technologie, c'est pas la technologie qui est au centre, c'est l'enfant, c'est l'apprenant et l'enseignant. Donc les personnes doivent être au centre de la technologie. Pour moi, c'est le message principal. Qu'en est-il de vous deux? Yeah, I don't know. I like the one from Mona, I think earlier that talked about perseverance. Donc, alors la persévérance, je pense ce que Mona a mentionné, la persévérance est très importante. Alors, si nous essayons vraiment, si nous essayons suffisamment de fois et pendant suffisamment longtemps, nous arrivons à atteindre notre objectif. Je pense que ce que vous dites à partir de MSF. Un applaudissement pour nos orateurs. Merci beaucoup. Nous allons vous revoir immédiatement dans la salle principale pour la clôture.